نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Culture TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le régime syrien conditionne à son tour toute cessation des combats au départ des rebelles d'Alep. Cette réaction intervient au lendemain de l'annonce par Moscou de discussions entre Russes et Américains sur une évacuation des groupes armés. Les activistes d'Abad dénoncent l'article 522 du Code pénal qui blanchit les auteurs de viol s'ils épousent leurs victimes. Objectif, faire pression sur les députés qui décident demain d'annuler ou non la loi. Dernier remaniement en France à l'approche de la présidentielle. Bernard Cazeneuve remplace Manuel Valls au poste de Premier ministre. Bruno Le Roux arrive à l'intérieur. 12 mariés ont défilé devant le Parlement libanais dans le centre-ville de Beyrouth, vêtus de tenues nuptiales blanches. Ces activistes d'Abad ont manifesté en silence. Elles dénoncent l'article 522 du Code pénal qui blanchit les auteurs de viol s'ils épousent leurs victimes. Une proposition est en ce moment examinée au Parlement. Pour annuler cet article, les députés trancheront demain. La manifestation d'aujourd'hui vise donc à faire pression sur les élus de la commission parlementaire de l'administration et de la justice. 12 femmes, toutes de blanc vêtues donc, comme vous le voyez sur ces images. Avec nous pour en parler, Souleymane Mardam. Bonjour. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Quel est l'objectif de cette manifestation aujourd'hui et à quoi vous attendez-vous demain? Voilà, donc aujourd'hui nous avons organisé un sit-in à la place Iraad de Soler, justement parce que demain la commission parlementaire de l'administration et de la justice va se réunir pour discuter de la proposition de loi présentée par le député Eli Kairouz qui vise à annuler l'article 522 du Code pénal libanais. Et nous nous sommes réunis cet après-midi justement pour insister sur la nécessité d'abroger cette loi complètement. Alors, je ne peux pas vous donner de garantie, si vous voulez, sur. Nous n'avons pas d'attente. Nous ne savons pas quel sera le résultat demain, mais néanmoins, si vous voulez. Vous vous attendez à ce que le texte soit annulé ou vous craignez qu'il ne soit pas annulé? Non, écoutez, nous nous sommes entretenus, si vous voulez, nous nous sommes entretenus avec un certain nombre de parlementaires qui ont répondu positivement à notre initiative. Donc nous sommes plutôt optimistes. Maintenant, nous attendons avec impatience le résultat de demain. La seule chose, c'est que pour nous, ce qui compte, c'est l'abrogation complète de cette loi et pas d'amendement, parce que pour nous, la dignité de la femme est une chose non négociable. Alors, vous travaillez sur cette campagne de sensibilisation depuis 7 mois. Quelles ont été les réactions au niveau de l'opinion publique? Oui. Alors, en fait, nous avons commencé à préparer cette campagne il y a près de 7 mois, notamment en collectant des données, des statistiques à propos de l'état de l'opinion publique à ce sujet. Déjà, ce qui nous avait frappé au départ, c'est que seul 1% de l'opinion publique, avant la campagne, était au courant de l'existence de cet article. Et une fois informée de son contenu, une majorité de 60% s'exprime selon ce sondage pour l'abolition de l'article. 95% pensaient que l'article, pensent toujours d'ailleurs que l'article compromet la dignité de la femme. 81% qu'il remet en question le droit à la justice de la femme violée. Donc, si vous voulez, l'opinion publique est finalement favorable dans sa majorité à l'abrogation de cet article. La seule chose, c'est que dans certains contextes, malheureusement, les familles ne marient pas leurs filles de gaieté de cœur, mais parce que les questions qui sont liées à la sexualité sont d'une part tabous et d'autre part parfois reliées à l'honneur des femmes, à la question de l'honneur des femmes. Et malheureusement, la société considère trop souvent qu'elle a un droit de regard sur ce qui constitue l'honneur, sur ce qui définit l'honneur des femmes et ce à leur place. Et donc nous espérons convaincre, si vous voulez, ceux qui ne sont pas encore convaincus que le mariage de la femme violée à son violeur n'est en aucun cas, si vous voulez, ne protège jamais la femme violée. Merci beaucoup, Souleymane Mardam. On passe à...
On passe à présent à l'offensive d'Alep. Le régime syrien conditionne à son tour toute cessation des combats au départ des rebelles de la ville. Cette réaction intervient au lendemain de l'annonce par Moscou de discussions entre Russes et Américains sur une évacuation des groupes armés d'Alep-Est. La Russie accuse Washington d'avoir annulé les pourparlers faisant état de divergences entre les deux puissances. En effet, hier, Moscou et Pékin se sont opposés à une résolution demandant une trêve d'au moins 7 jours à Alep. Le point avec Laure Wagner. Depuis le début du conflit, c'est la 6e fois que la Russie bloque une résolution sur la Syrie. Celle-ci prévoyait un cessez-le-feu d'1 semaine pour permettre aux travailleurs humanitaires de venir en aide aux dizaines de milliers d'habitants assiégés dans l'est d'Alep. La Russie, la Chine et le Venezuela ont montré ce lundi qu'ils ne veulent pas que la souffrance s'arrête à Alep-Est. Ils ont entendu les cris des civils qui plaident pour leur vie, de ceux qui se recroquevillent dans les sous-sols de leurs maisons en ruine, de ceux qui fouillent dans les poubelles à la recherche de quelque chose à manger. Et ils leur ont dit « Non, le Conseil de sécurité ne peut pas vous aider ». La trêve visait aussi à préparer la cessation des hostilités dans l'ensemble de la Syrie, mais elle excluait l'arrêt des opérations militaires contre les groupes terroristes, comme l'organisation État islamique ou l'ex-front al-Nosra. Moscou, de son côté, espère obtenir le retrait de tous les combattants rebelles d'Alep-Est, un dossier que négocient Américains et Russes. Une réunion est prévue d'ici mercredi à Genève. Alors pour les Russes, voter la résolution à l'ONU revenait à saper ces négociations. La Russie tente de parvenir à une solution incluant le Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait des chances de succès. L'initiative de Sergueï Lavrov et John Kerry a une chance de réussir parce qu'elle mènerait à une fin efficace de la tragédie d'Alep. Mais Washington dénonce un alibi. Sur le terrain, les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés ne cessent de progresser dans Alep-Est. Ces derniers jours, elles ont repris plusieurs quartiers stratégiques aux rebelles. Là, et pour le chef de la diplomatie française, une partition de la Syrie se profile. Jean-Marc Ayrault pense qu'il y aura d'un côté une région utile, contrôlée par le régime et ses alliés, et de l'autre un Daesh-Stan tenu par les djihadistes de l'État islamique. Ce sont les mots du ministre français des Affaires étrangères, interrogé sur RFI ce matin. Ce coup de gueule à présent du président Hassan Rouhani en Iran. Hassan Rouhani qui a accusé les États-Unis d'avoir violé leurs engagements concernant l'accord nucléaire. Dans un discours à l'université de Téhéran, le chef d'État a promis une réaction très dure de son pays. Il déclare notamment n'avoir aucun doute sur le fait que l'Amérique soit l'ennemi de l'Iran. Rouhani qui a précisé que sur ce sujet, il n'y avait aucune différence d'opinion entre le gouvernement, le Parlement et le guide suprême iranien. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Dernier remaniement en France à l'approche de la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, a été nommé ce mardi Premier ministre. Il remplace Manuel Valls, qui a démissionné pour se consacrer à sa candidature à la primaire du Parti socialiste. Peu avant, le chef de l'État, François Hollande, avait déclaré qu'il ne se représenterait pas à un second mandat. Pour Manuel Valls, la campagne est donc bel et bien lancée. Natacha Mireille. Manuel Valls entre pleinement en campagne ce mardi. Mais déjà hier, dans son discours de candidature, il a esquissé sa stratégie. D'abord, un mea culpa destiné à sa famille politique, malmenée en février dernier lorsqu'il avait parlé de positions irréconciliables à gauche. J'ai pu avoir des mots durs, susciter des débats, des incompréhensions. C'est ça la gauche, c'est le débat, c'est la controverse. Mais j'ai toujours assumé les décisions collectives, parce que c'est ça aussi l'esprit de la gauche. Ma candidature est celle de la conciliation, elle est celle de la réconciliation. Et pour unifier, quoi de mieux que de raviver le spectre de 2002, lorsque la gauche avait été éliminée dès le premier tour. Parce que je ne veux pas que la France revive ce traumatisme, celui de 2002, d'une extrême droite, au second tour de l'élection présidentielle. Elle est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Manuel Valls se positionne également en tant que principal adversaire de François Fillon, le candidat de la droite, mais aussi d'Emmanuel Macron, son ancien ministre de l'économie.
Manuel Valls, Emmanuel Macron, deux hommes pour un même espace politique. Alors, le Premier ministre sortant a choisi son angle d'attaque, la loyauté. À ses côtés, je n'ai jamais cédé à la tentation de l'individualisme, de quitter le collectif. Manuel Valls, qui espère en quittant le gouvernement, se distancer du bilan du quinquennat Hollande. Dominique Ongwen est aujourd'hui jugé devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité commis au sein de la LRA. Enlevé très jeune dans le nord de l'Ouganda, ancien enfant soldat, il a lui-même été victime de cette milice sanguinaire. Noémie Roche. C'est l'histoire d'un enfant soldat devenu bourreau. Dominique Ongwen, 40 ans environ, sa date de naissance est inconnue, doit répondre de crimes commis en Ouganda. Il était alors un commandant redouté de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. L'homme est accusé d'esclavage sexuel et de recrutement d'enfants soldats. Il aurait aussi orchestré des massacres. Des charges accablantes, mais lors d'une audience préliminaire en janvier, il refuse de reconnaître les faits. La lecture de ces charges est une perte de temps. La plupart de ce que vous dites est faux, mais j'ai compris les charges retenues contre moi. Dominique Ongwen a lui-même été une victime. Enlevé vers l'âge de 10 ans, il a été enrôlé de force dans les rangs de la LRA, connu pour ses méthodes sanguinaires. Repéré pour son courage au combat, ses qualités de tacticien et sa loyauté, il monte rapidement en grade et devient chef de guerre. Pour la procureure, cela ne doit pas entrer en ligne de compte, car le procès porte sur des crimes commis entre 2002 et 2005. Nous poursuivons Dominique Ongwen seulement pour les crimes qu'il est soupçonné d'avoir commis en tant qu'adulte. C'est ainsi que nous allons instruire le dossier. L'avis des juges sur le fait que lui-même ait été enlevé lorsqu'il était enfant leur appartient. Ce mardi, l'ancien chef de guerre a plaidé non coupable. Les audiences, elles, reprendront au mois de janvier. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le régime syrien conditionne à son tour toute cessation des combats au départ des rebelles de la ville. Cette réaction intervient au lendemain de l'annonce par Moscou de discussions entre Russes et Américains sur une évacuation des groupes armés d'Alep-Est. Les activistes d'Abad dénoncent l'article 522 du Code pénal qui blanchit les auteurs de viols s'ils épousent leurs victimes. Objectif, faire pression sur les députés qui décident demain d'annuler au non la loi. Dernier remaniement en France à l'approche de la présidentielle. Bernard Cazeneuve remplace Manuel Valls au poste de Premier ministre. Bruno Le Roux arrive à l'intérieur. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée à tous et à toutes. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي